Bonjour à vous et bienvenue à un autre preview de la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque au surprenant, devrais-je dire, King de Los Angeles. Et pour cause, j'ai sorti mon jersey de Philippe Danault. Ah! Phil a connu une bonne saison d'ailleurs pour les nostalgiques des fans du Canadien de Montréal. Il a avoisiné le 30 buts. Quand même, avoisiné le 30 buts. Philippe Danault, c'était 27 buts l'année passée. C'est non négligeable quand même. Là. Pour un gars qui n'était pas censé être si offensif que ça, avoisiner de 30 buts, je trouve que c'est pas pire. Mais bon, de manière générale, les Kings de Los Angeles, je pense qu'ils ont eu une saison quand même qu'on a trouvée surprenante parce que il n'y a pas grand monde qui aurait prédit que cette équipe-là allait aller en séries éliminatoires, puis pourtant, ils ont réussi à le faire. Et de surcroît, c'est une organisation qui avait plusieurs joueurs de moins de 25 ans. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était 6. Plus ou moins 6 joueurs qui avaient moins de 25 ans dans l'organisation des Kings pour la saison 2021-22. Alors, c'est une organisation qui a surpris, puis qui a surpris en série aussi. Parce qu'on a réussi quand même à amener la puissante machine offensive des Oilers d'Edmonton en 7. Fait que oui, ils ont été éliminés en première ronde, mais ils ont surpris. La saison 2021-22 des Kings de Los Angeles, c'était aussi la dernière danse pour Dustin Brown qui a comme récupéré son C l'espace d'un certain laps de temps. Ça a été un beau geste d'ailleurs de la part de Andy Kopitar de redonner le C à Dustin Brown pour finir sa carrière LNH parce que il y avait eu les conflits à une certaine époque avec l'entraîneur, on y avait retiré le C, etc. Donc bref, c'était sa dernière saison pour lui, c'était sa dernière danse. Ça a été émotif du côté des Kings de Los Angeles à ce niveau-là. Sinon, on a été frappé par les blessures du côté des Kings de Los Angeles. Et dans certains cas, c'est récurrent les blessures. Je pense à un gars comme Drew Doughty qui a manqué un petit peu plus que la moitié de la saison. Puis ce gars-là, bout de vierge, il connaissait une excellente saison. Et c'est une organisation qui est quand même relativement balancée en termes d'expérience. Dans la mesure où tu as des gars comme exemple Kopitar, Quick, qui ont, sauf erreur de ma part, je pense 35 ans et plus. Dans le cas de Drew Doughty, lui, il est début trentaine. Tu as des gars qui ont plus d'expérience, mais t'en as des beaucoup plus jeunes. T'as la moitié de la défensive ici qui est genre 22, 23 ans, si je fais pas erreur. Fait que t'as quand même une espèce de balance jeune-vétéran qui est intéressant du côté des Kings de Los Angeles. On leur fait gagner en termes d'expérience. Donc, l'entraîneur Todd McLean est de retour, ainsi que le directeur général Rob Blake, qui n'a pas été très actif pendant la saison morte, mais il a fait l'acquisition d'un poids non négligeable. Et ce poids-là, Kevin Fiala. C'est sûr, Kevin Fiala, il arrive du Minnesota. Le Minnesota, depuis l'arrivée de Kaprizov, c'est une organisation offensivement qui a monté d'une manière exponentielle. Mais quand même, on parle d'un gars ici qui a 85 points l'année passée. C'est une très belle acquisition du côté des Kings de Los Angeles. D'autant plus que c'est une organisation qui peinait à compter des buts. Donc ça va aider. Bon, c'est peut-être pas un marqueur de 70 buts, on s'entend, mais quand même, ça va aider au niveau de la production offensive, c'est presque certain. Pour la saison 2020-2021, les Kings de Los Angeles, c'est 21 victoires, 28 défaites, 7 défaites en prolongation pour 49 points. On a terminé au 26e rang de la Ligue nationale et on s'est grandement amélioré pour la saison 2021-22 puisqu'on a terminé au 14e rang de la LNH. En termes de saison 2021-22, c'est 44 victoires, 27 défaites, 11 défaites en prolongation, donc 38 défaites totales, 44. 99 points. On a terminé au 6e rang dans la conférence de l'Ouest et au 14e rang dans la LNH. Une moyenne de buts marqués de 2,87, ce qui n'est pas vargeux, on va se le dire. Une moyenne de buts encaissés de 2,83. Et ça, c'est quand même relativement bien. Il faut mentionner par contre qu'on a eu une saison solide de la part de notre vétéran Jonathan Quick. Jonathan Quick, 910 d'efficacité en 46 matchs l'année passée. Il a connu une très bonne saison. Dans le cas de Pettersson, c'est un petit peu plus compliqué, 895 en 37 matchs. On espère que Pettersson va finir par être capable de bumper out Quick, parce que veut pas Quick à un moment donné, l'âge avance, tu sais. Il va falloir éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Et on croit beaucoup en Kyle Patterson du côté des Kings de Los Angeles, mais il va falloir éventuellement qu'il se stabilise au niveau de ses performances parce que pour l'instant, c'est pas 100% convaincant. Un avantage numérique à 16,1%, ce qui représente le 27e avantage numérique de la LNH, et un désavantage à 76,7%, ça représente le 22e désavantage de la LNH. Ça a été difficile au niveau des unités spéciales, et ce qui m'étonne, c'est que ça a été difficile au niveau du désavantage. Tu as probablement deux des meilleurs centres two-way de la ligue en Kopitar et Danault. Puis tu as un gardien, Jonathan Quick, qui avait une très bonne saison. Fait que j'ai été assez surpris de voir qu'on était au 22e rang au niveau du désavantage numérique du côté des Kings de Los Angeles.
Mais ceci dit, la moyenne générale en termes de buts accordés est relativement bonne, donc on peut passer par-dessus ça. On s'est présenté en séries éliminatoires, pas de complexe. On arrive contre l'équipe qui est le fameux monstre à deux têtes, les Oilers d'Edmonton, une attaque puissante, un goaler approximatif mais inspirant en Mike Smith. Ben, on les a amenés jusqu'en septième, en fait, en 7 matchs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut être fier du côté des Kings de Los Angeles parce qu'on a donné du fil à retordre quand même aux Oilers d'Edmonton. Fait qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. C'est une organisation qu'on ne voyait pas passer du 26e rang au 14e rang dans la Ligue. Et c'est une organisation qu'on ne voyait pas nécessairement en séries éliminatoires. Et toute cette expérience-là de 7 matchs en séries éliminatoires, ça s'en va direct dans les poches des jeunes qui, eux, acquièrent une expérience qui n'a pas de prix. C'est sûr que ça aurait été mieux si on se rendait plus loin, mais ça va venir! Ça va venir! Le meilleur en termes de buts l'année passée aurait été Kempe avec 35 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Anze Kopitar avec 67 points. Croyez-moi, croyez-moi pas, 39 matchs de jouer. Drew Doughty, meilleur défenseur à caractère offensif, 39 matchs, 31 points. Oui, c'est lui qui a fait le plus de points avec 39 matchs. Mais il faut mentionner qu'on a ce jeune ici, c'est Sean, je crois, chez Dursey. Dursey, c'est 27 points en 64 matchs l'année passée. C'est intéressant. C'est un défenseur qui aime se porter à l'attaque. Il est jeune, je pense qu'il a 23 ans de son côté à lui. Donc, c'est un gars qui éventuellement peut se développer comme étant un top 4 et à caractère offensif. Et ça, c'est intéressant du côté des Kings de Los Angeles parce qu'on y a donné de l'expérience vu l'absence de Drew Doughty. Puis il a signé pour pas cher, lui, d'ailleurs, c'est vrai. Alors, ici, on a les 3 espoirs du alacoupe.ca. Donc, pour les Kings de Los Angeles, c'est notre chroniqueur Alex Delcourt qui a fait le texte. Le texte est disponible sur le alacoupe.ca. C'est les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH. On va commencer ici avec... C'est pas Alex qui a fait ça. Je pense que c'est Anthony qui a fait cela. Enfin bref, un de nos chroniqueurs du alacoupe.ca a fait un texte qui est disponible sur alacoupe.ca pour les 3 espoirs. On a Jordan Spence ici, un défenseur de 21 ans. Lui a évolué en grande partie dans la Ligue américaine, mais il a joué aussi au niveau de la LNH. Dans la Ligue américaine, là, attache ta tuque, défenseur à caractère offensif, il n'y a pas de question à se poser. 46 matchs, 4 buts, 38 passes, 42 points. Ligue américaine, 42 points en 46 matchs. Boum! Il arrive dans la LNH, puis il a un total de 24 matchs dans la LNH, 2 buts, 6 passes pour 8 points. Fait que c'est un jeune en qui on croit. Ça pourrait être intéressant de le faire jouer à LNH tout de suite, mais malheureusement, du côté des Kings, on a déjà des jeunes qui ont une certaine expérience, puis on a des vétérans. Fait que je ne sais pas si vraiment sa place, elle est déjà acquise, mais c'est un jeune qu'on pourrait voir, parce que blessure il y aura, c'est sûr et certain. C'est un jeune qu'on pourrait voir dans la LNH cette année. Par la suite, on a le jeune Alex Turcotte, un joueur de centre de 21 ans qui a joué dans la Ligue américaine, 27 matchs, 6 buts, 12 passes, 18 points, puis un gros 8 matchs dans la LNH. Dans son cas à lui, Alex Turcotte fait partie de ceux que je trouve tristes du côté des Kings de Los Angeles et je vous explique. C'est des jeunes, mais qui sont blessés sur des bonnes périodes de temps. Donc Turcotte a été affligé par des blessures, Byfield a été affligé par des blessures, Villardi a été affligé par des blessures, puis c'est des bons prospects qu'on a du côté des Kings de Los Angeles. Ils sont blessés jeunes et c'est dommage un peu, mais c'est des gars que si on réussit à avoir une santé sur une base régulière, peuvent avoir un gros impact éventuellement dans la LNH. En cas de Byfield, peut-être un petit peu plus avancé, mais Turcotte, c'est un très bon prospect qu'on a du côté des Kings de Los Angeles. Et on ferme le tout avec Brent Clark, un défenseur de 19 ans qui lui a évolué au niveau de la OHL l'année passée. Dans son cas, lui, il va retourner jouer junior l'année prochaine. 59 points en 55 matchs. Encore une fois, on parle d'un défenseur étonnamment à caractère offensif. Alors, c'est un gars qui est connu comme étant très mobile et qui aime ça, porter la rondelle. Ça ici, c'est un alignement que je vous propose. C'est un alignement qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a vu l'année passée, je crois, là, du côté des Kings de Los Angeles. On a... on a Arvidsson que je suis pas certain s'il va commencer la saison parce qu'il est censé revenir en octobre. Fait que je suis comme pas sûr si c'est confirmé ou non dans son cas à lui. Sean Walker, je suis pas certain lui non plus. Sean Walker, c'est un gars qui a joué, je pense, ses 6 matchs l'année passée. Il a manqué pratiquement la totalité de la saison. Sinon, c'est ça pour ce qui est des blessures. Alors, au niveau de l'alignement, c'est sûr que quand on va chercher un gars comme Kevin Fiala, on veut qu'il soit dans ton top 6. T'sais, c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif. L'organisation des Kings de Los Angeles n'est peut-être pas nécessairement une organisation qui est très reconnue pour son côté offensif. Fait que,
on va essayer de le faire jouer avec le meilleur buteur l'année passée et le meilleur pointeur l'année passée. Je pense que c'est le meilleur mix qu'on peut avoir, mais encore faut-il qu'il développe une certaine chimie avec lui. Alors, on va commencer ici par Adrian Kempe, 54 points, 78 matchs l'année passée, mais quand même une saison de 35 buts, ce qui est quand même non négligeable du côté de Kempe. Donc, une bonne production au niveau des buts pour lui l'année passée. Qu'on fait jouer avec Andy Kopitar, 67 points, 81 matchs l'année passée. C'est un joueur de centre, veut pas qu'il vieillit, mais il reste quand même que c'est le meilleur pointeur de l'équipe l'année passée. Un joueur de centre responsable, gros gabarit, toujours intéressant. C'est un gars qui est capable de gagner les mises au jeu, jouer en désavantage, avantage, etc. Mais là, on peut alléger un peu sa job avec Philippe Danault, donc peut-être un petit peu moins de temps de glace pour Kopitar, question de leur poser un peu plus pour son 5 contre 5. Et qu'on fait jouer avec Kevin Fiala, 85 points l'année passée en 82 matchs du côté de Fiala. Une excellente saison pour lui. Fait que ça peut être intéressant parce qu'on a un gars qui est capable de compter, on a un gars qui est capable de faire des jeux. Kevin Fiala est capable de balancer les deux. Fait que ça pourrait être intéressant comme première ligne. Puis je pense que c'est le but d'ailleurs qui était d'aller chercher Kevin Fiala, c'était de le faire jouer sur notre première ligne. Par la suite, on va avoir Moore ici au niveau de ma deuxième ligne. C'est 48 points en 81 matchs l'année passée. Mais Moore, là, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle d'un gars ici qui a compté 5 buts en désavantage l'année passée. Il est donc le premier en termes de buts en désavantage dans toute la Ligue nationale. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un gars qu'on peut utiliser, excusez-moi, autant au niveau du caractère offensif qu'au niveau du caractère défensif. Donc, il peut avoir du temps en désavantage numérique et il est quand même une menace en désavantage numérique. Fait que, très intéressant ce gars-là, Moore. Par la suite, on a Philippe Danault qu'on a bien connu ici à Montréal. C'est un joueur essentiellement à caractère two-way, on va dire. Donc un joueur qui est capable de faire des points, mais qui est aussi très responsable dans sa zone. A avoisiné le 30 buts l'année passée, une bonne saison, 51 points, 79 matchs. Ici, je le fais jouer avec Arvidsson, 49 points, 66 matchs, un excellent point ratio. Mais par contre, je ne suis pas certain s'il est disponible pour le début de la saison. Comme je vous dis, c'est prévu un retour pour octobre, mais j'ai pas vu la confirmation comme quoi il était là pour le training camp. Versus Drew Doughty, lui, j'ai vu comme quoi il est censé être là pour le début de la saison. Beaucoup de blessures du côté des Kings. Beaucoup de blessures. Yaferlo ici sur mon troisième trio, 37 points, 79 matchs l'année passée, un joueur qui est capable de compter. Qu'on fait jouer avec le jeune Byfield, 10 points en 40 matchs, et le jeune Kaliev, 27 points en 80 matchs. Et ça, c'est intéressant parce que là, on fait jouer deux jeunes qui sont des jeunes qui peuvent avoir un caractère offensif. Donc, ils peuvent se développer ensemble. 20 ans du côté de Byfield et 21 ans du côté de Kaliev. Fait que c'est des gars que j'ai de la misère à croire qu'on tasserait Danault pour le mettre sur le troisième trio. Ça se peut, ça se peut. Si Byfield a vraiment une saison exceptionnelle, c'est possible. Mais je pense que c'est pas vraiment le plan pour l'instant. Je pense qu'on va prendre notre temps avec Byfield. Fait que c'est intéressant de le faire jouer à ce moment-là avec un jeune avec qui il va grandir aussi. Fait que bref, faire jouer ici avec Kaliev et Yaferlo. Et on ferme le tout avec Gabriel Vilardi. Là, c'est compliqué un peu avec Vilardi. C'est peut-être pas nécessairement celui qui est le privilégié comme étant sur un quatrième trio, un joueur essentiellement à caractère offensif. 7 points en 25 matchs l'année passée, une saison écourtée, blessure par-dessus blessure dans son cas à lui. Ça pourrait être intéressant d'utiliser Grandstrom aussi, peut-être à la place de Vilardi, tout dépendamment aussi, peut-être à la place de Lemieux. Fait la quatrième ligne n'est pas nécessairement une quatrième ligne qui va être coulée dans le béton. Qu'on fait jouer avec Lizotte, 24 points en 70 matchs l'année passée. Intéressant, Lizotte quand même, c'est un jeune qui est, je pense qu'il est genre 24 ans dans ces eaux-là. C'est pas mauvais comme saison, 24 points pour un joueur de profondeur. Et le très dérangeant, Brandon Lemieux, 13 points en 50 matchs l'année passée. En termes de scratch, on a Anderson, ça c'est Lias Anderson, et on a Alex Turcotte, que j'ai mis juste ici, qui pourrait peut-être être intéressant de faire jouer encore un petit peu au niveau de la Ligue américaine, question de se dégourdir les papates. Au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs jeunes. On a 3 jeunes défenseurs, puis on a 3 défenseurs d'expérience. Fait qu'on a Michael Anderson. Michael Anderson, 23 ans. On a Bjorn Furt, qui lui a 21 ans. Et on a Jersey, qui a 23 ans. Par opposition, Doughty, 32, Roy, 27 et Edler, 36. Fait que ce que j'ai essayé de faire, c'est de balancer expérience et jeunesse. En gros. Donc, puis ça, c'est interchangeable. Ma deuxième paire, ma troisième paire, c'est interchangeable. Je pense qu'on pourrait très bien utiliser la troisième paire sur la deuxième, dans le fond. Fait bref, c'est une proposition. On commence avec Anderson. L'année passée, c'est 8 points en 57 matchs. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la majorité des experts le met avec Drew Doughty. Fait que j'assume que ça doit probablement être des gars qui se connaissent bien. Que je fais jouer avec Drew Doughty, 31 points en 39 matchs l'année passée. Fait que Drew Doughty, c'est un gars qui n'a pas joué une saison complète l'année passée, mais en échange de quoi, il est censé être de retour pour le training camp. Un défenseur qu'on connaît bien, un gars qui a une grande gueule par bout, mais qui sait jouer au hockey, c'est ça qui est l'important. Fait que c'est un gars qui a quand même avoisiné là, 1 point par match l'année passée. C'est pas mauvais pour un gars de début trentaine.
Après ça, on a Bjorn Foot. C'est 8 points en 70 matchs l'année passée. C'est un jeune défenseur de 21 ans dans son cas à lui. Un apprentissage qui est à suivre. C'est un défenseur qui n'est pas nécessairement très porté à l'attaque, 8 points en 70 matchs. Qu'on fait jouer avec Matt Roy, c'est 21 points en 67 matchs l'année passée, un défenseur qui a un petit peu plus d'expérience, mi-vingtaine dans son cas à lui. Alex Edler, le défenseur d'expérience, lui, c'est plusieurs années au niveau de la LNH. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de le faire jouer avec Jersey, parce que Jersey a eu quand même plus de responsabilités en l'absence de Drew Doughty l'année passée, puis il a très bien fait en séries éliminatoires. Ça a été le défenseur qui a été le plus utilisé en séries éliminatoires. Donc, je trouve ça intéressant de travailler ce projet-là avec le défenseur qui a le plus d'expérience, Alex Edler. Par contre, ça serait peut-être intéressant de l'avoir dans mon top 4 au lieu de l'avoir sur ma troisième paire. Mais comme je vous dis, ces deux lignes-là sont amplement interchangeables. En termes de scratch, j'y vais avec Walker parce que je ne suis pas certain si Walker est de retour pour le camp d'entraînement ou non. Il a manqué pratiquement la totalité de la saison l'année passée, ce qui fait donc que probablement qu'il va falloir qu'il se reconditionne un petit peu plus que d'autres. On va prendre notre temps avec Walker. Et j'ai mis Spence en termes de scratch ici, Jordan Spence, qui pourrait être à la place de Walker si jamais Walker a besoin de plus de temps pour se rétablir. En tout cas, bref, c'est un gars qui pourrait faire le saut au niveau de la LNH, advenant que blessure il y aura. Et bien sûr, il y ira, that's for sure. Au niveau des gardiens de but, ben ça, je pense qu'on a une structure quand même assez claire du niveau des gardiens de but du côté des Kings de Los Angeles. Parce que on a Quick et Pettersson. Carl Pettersson, ça fait quelques années qu'on espère qu'il va surplanter Quick et qu'il va prendre sa relève. Mais c'est long. Ça va peut-être pas se donner finalement, je sais pas. En tout cas, ça prend du temps de son côté à lui. Ce qui fait donc que pour l'instant, Quick a encore des bonnes saisons. J'ose croire qu'on va partager la tâche entre les deux et que le meilleur des deux ou le plus performant des deux va avoir plus de départs. C'est ce que je crois qu'on va opter du côté des Kings de Los Angeles. Dans le cas de Copley qu'on a acquis pendant la saison morte, puis lui, il nous arrive de Washington. Quand tu dis Washington, là, ils ont tous rasé les gardiens de but. Là, tout le monde s'en va. Fait que bref, Copley a probablement pas été acquis. On parle d'un gardien de but d'une trentaine d'années qui a essentiellement joué dans la Ligue américaine l'année passée. Il n'a pas été acquis pour buster un poste LNH. Fait qu'on a Jonathan Quick et on a Pettersson. Jonathan Quick l'année passée, très bonne saison. 46 matchs, 259, 910 d'efficacité. Puis il avait quand même bien fait aussi en séries éliminatoires. Fait que c'est un joueur qu'on connaît bien et qu'on aime bien à Los Angeles. Mais c'est un gars qui ne rajeunit pas. Il a passé la mi-trentaine aujourd'hui. Pettersson, un gardien de but un petit peu plus jeune dans son cas à lui, 37 matchs, 2,90 en termes de moyenne et 895 d'efficacité. C'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend de lui. On aimerait voir dans le 910-920 d'efficacité pour Pettersson. C'est un gars qu'on croit qui peut être un partant LNH du côté de Los Angeles. Et on ferme le tout avec Copley. C'est deux matchs au niveau de la LNH, je tiens à préciser. 3,13 en termes de moyenne, 878 d'efficacité, mais il a joué essentiellement dans la ligne américaine l'année passée. 35 matchs, 2,38 de moyenne et 913 d'efficacité. Donc quand même une bonne saison pour Copley au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Plus difficile au niveau de la LNH avec une équipe quand même qui est une équipe assez performante en saison régulière, là, les Capitals de Washington. C'est pas un gars qui est là pour challenger les deux gardiens de but. Alors, les Kings de Los Angeles se sont quand même améliorés pendant la saison morte dans la mesure où on a fait l'acquisition d'un joueur offensif en Kevin Fiala. Par contre, c'est une équipe qui n'a pas changé énormément. Du côté de Los Angeles, on mise sur la progression de nos jeunes. Nos jeunes ont acquis de l'expérience, mais encore faut-il qu'ils soient en santé, qu'ils fassent des saisons complètes. Et ça, c'est un problème qu'on a du côté de Los Angeles que je trouve vraiment dommage. Si tout le monde est en santé, c'est une équipe qui a de très bons jeunes puis qui a des bons vétérans. Fait que c'est une équipe qui pourrait encore une fois faire les séries cette année. Mais si blessure il y a, c'est une équipe qui va encore rusher à faire les séries cette année. Alors, de mon côté à moi, ce que je vais dire, c'est qu'on a connu une saison peut-être au-delà des attentes dans le cas de Jonathan Quick. J'ai de la misère un peu à croire. Donc, d'après moi, cette équipe-là est une équipe que si elle fait les séries, ça va être wild card, puis elle va se battre pour une place en séries éliminatoires. Mais je pense pas que c'est une équipe qui va faire les séries assurément. D'après moi, c'est une équipe qui va avoir de la difficulté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. D'après vous, est-ce que les Kings de Los Angeles, c'est une équipe qui va finir au bas fond, une équipe qui va être dans la course aux séries, une équipe qui va faire les séries confortables, Cup Contender, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, faites-moi savoir d'après vous où les Kings de Los Angeles vont terminer pour la saison 2022-2023 au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime, mais aussi on partage pour être un maximum de hockey fans à se jaser de hockey, c'est toujours plaisant. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement pour la saison 2022-2023 de la LNH. Sur ce, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et on se revoit prochainement. Bye bye.